Je veux prendre un petit peu l'opportunité de remercier la Zoo Gallery et tous ces personnels et ces innovateurs qui ont fait cet espace et qui ont organisé cette expo. Et remercier Patrice pour des années et des années d'éducation et de partage. Il m'a fait découvrir tellement de choses qui m'a un peu désimplifié mon approche à Claude Cahun, que je voyais toujours avec amour, mais pas toujours dans son univers aussi large que Patrice vient d'évoquer. Et quelques-uns des personnages que Patrice dont Patrice a parlé vont apparaître dans ma présentation aussi. Mais j'ai choisi de concentrer sur celle que je connais le mieux. C'est Claude Cahun et Marcel Moore, deux Nantaises. Je dirais qu'on connaît Claude Cahun le mieux, mais on connaît Claude Cahun mal. On connaît mal ces gens. Heureusement, on a des photographies qui permettent une certaine spéculation. En regardant bien, on voit l'ombre de Moore apparaître dans le cadre de certaines photographies qui sont appelées des autoportraits. C'est un terme qui convient, mais ça efface aussi le fait que ces photos sont prises par quelqu'un d'autre que Claude Cahun et que cette personne a pu avoir un apport esthétique, conceptuel, politique à cette œuvre photographique. Donc, bon, on connaît mal Claude Cahun. Moi, je connais mal. Je connais mal Nadia. Qu'est-ce qu'on a de Nadia? On a des coupures de presse. Donc, on a des journalistes qui voient et qui encadrent la personne dans une certaine façon. Et pour un certain public qui attend certaines choses. Et alors, on prend ça comme on le prend, avec un grain de sel. Mais bon, on construit l'histoire, on reconstruit une histoire par une sorte de sensibilité qu'on pense partager avec les héroïnes de nos histoires. Et des fois, ça, c'est un gros piège. Mais bon, voilà, on se projette. On identifie quelqu'un comme une héroïne parce que ça résonne pour nous. Et donc, on peut attribuer en toute sincérité certaines caractéristiques à cette personne qui n'était loin d'être en réalité une partie importante de leur composition psychique ou émotionnelle ou intellectuelle. Donc, vous m'excusez d'avance, j'ai mes idées sur Claude Cahun et Marcel Moore, mais je ne prétends pas que c'est une vérité absolue et je fais je tâtonne. Quelques repères biographiques supplémentaires d'abord, comme Patrice a dit, Lucie Schwab et Marcel Moore, enfin Suzanne Malherbe, sont nantaises, nées à Nantes. Le père de Lucie Schwab, Maurice Schwab, publiait le journal, c'était quand même le plus grand journal de région, le Phare de la Loire. Et vous voyez ici, peut-être dans cette carte postale, le bâtiment sur la droite était occupé par les bureaux du journal et l'imprimerie. C'était un des plus grands bâtiments de la plus grande place commerciale à Nantes. C'est quand même un empire qu'il avait d'édition, pas seulement
pas seulement le Phare de la Loire, mais d'autres publications. C'était quand même toute une bibliothèque sur un étage qui était là pour les journalistes, mais dans laquelle Claude Cahun a passé beaucoup de temps. Et elle a rencontré très jeune, à 15 ans, Suzanne Malherbe, une fille des amis de la famille, tombée amoureuse d'elle, et les deux vivaient sur le dernier étage de ce bâtiment, juste plus ou moins un appartement fait sous les combles, et la bibliothèque juste en bas. Donc, c'était quand même un univers dont elles avaient accès très jeunes. Je dirais aussi que Cahun était, avant de rencontrer Moore, Suzanne, qui l'a protégée beaucoup le long de leur vie et qui l'a donné confiance en elle et qui l'a donné raison. Avant de la rencontrer, elle était objet d'agression antisémite dans son lycée à Nantes et elle était retirée de l'école par son père et envoyée étudier en Angleterre. C'était autour de 1906 qu'elle allait en Angleterre. Elle était donc bilingue. De retour de Nantes, elle rencontrait Suzanne Malherbe. Pas loin après leur rencontre, Suzanne Malherbe a matriculé à l'école de beaux-arts de Nantes et elle adopte le nom d'artiste Marcel Moore. Je pense que Lucie Schwab suivait son exemple. Elle déployait une série de pseudonymes au début de son expérience d'artiste et finalement se décider sur Claude Cahun. Cahun, quoique connu aujourd'hui pour ses photographies, c'est toujours considéré avant tout comme un écrivain. Et adolescente, elle avait déjà écrit dans le journal de son père, où Moore avait aussi contribué. Et vous voyez en haut un petit reportage sur la mode avec des illustrations de Moore, signé Moore. Le reportage est signé M. On suppose que le reportage aussi était par Moore. Jeune adulte à Paris, Cahun publie dans le Mercure de France. Et comme Patrice a dit, Marcel Schwab, son oncle, était très impliqué dans ce journal, était un des cofondateurs. Donc elle avait des avantages, elle avait de l'appui dans le monde d'édition, très jeune, pouvoir signer des articles dans des publications prestigieuses. Elle avait aussi publié dans divers journaux surréalistes et dans la revue pionnière homophile L'Amitié. Son premier livre, Vue et Vision, créé en collaboration avec Moore, sort en 1919. Et peu de temps après, elle quitte la ville natale de Nantes et elle s'installe à Paris. Et pendant les années 20 à Paris, Cahun et Moore participent à l'avant-garde théâtrale dont Patrice a parlé. Moore dessinant des costumes et décors, Cahun performe en scène publique et à la maison, et Moore la photographie. Enfin, c'est sûr que certaines des photographies qu'on voit circulant dans des catalogues et livres qui sont aussi décrits comme autoportraits, c'est des photographies de performance, mais dans le sens strict, sur scène. Là, elle est dans un rôle
qu'elle a joué dans le théâtre du Plateau de Pierre-Albert Birot. En 1930, Cain et Moore achèvent leur plus ambitieuse collaboration littéraire graphique, leur deuxième livre, Aveux non avenus. Et là, la photo sur la droite, c'est un des rares instances où la photographie figurant Cain est exposée publiquement. Et c'est un peu une photo d'auteur, si vous voulez. C'est exposé à l'occasion du lancement de leur livre. Et autour, vous voyez aussi des originaux, des collages que Moore et Cain ont réalisés pour ce livre. Le livre présente un collage littéraire associé à ces montages que vous voyez que Moore a réalisés à partir des photographies figurant Cain. Et le livre a eu un succès fou parmi des surréalistes à Paris. Et l'appartement de Cain et Moore à Montparnasse devient un point de ralliement surréaliste dans les années 30. La signature de Cain apparaît dans plusieurs manifestes surréalistes et elle adhère à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires et participe avec André Breton et Georges Bataille à la fondation du groupe Contre-Attaque. Encore une fois, la montée d'antisémitisme provoque un changement d'orientation pour Cain. Ça est le climat politique instable en Europe, ainsi que les tensions idéologiques dans le milieu surréaliste, informent la décision des deux femmes de quitter la France. Elles s'achètent une grande maison à Saint-Brelade, sur l'île de Jersey. De 1938 à 1940, elle maintient des liens avec le groupe surréaliste de Paris et avec le milieu théâtral, mais l'invasion de Jersey par les Allemands en 1940 les coupe de continent. Et on voit une des photos que Patrice nous a permis de voir dans l'exposition. On montre un mur de fortification que les Allemands ont fait tout autour de la côte, là, et une brèche qui était coupée par marteau-piqueur qui dégageait l'horizon depuis leur maison et leur jardin. Et sur la photo, à l'arrière, Moore précise qu'elles sont elles-mêmes les auteurs de la brèche, c'est-à-dire qu'elles ont pété le mur. C'est effectivement une brèche qui a été faite dans l'enceinte nazie, et on a Cain sur la photo qui regarde clairement l'objectif, et Moore qui regarde vers l'horizon qui s'est ouvert. Et donc là, on a une belle complicité, et c'est un double autoportrait. Oui, et ça résume un peu tout, en fait, cette petite photo, qui n'est pas beaucoup reproduite d'ailleurs. En tout cas, elles sont là pendant l'occupation. À peu près la moitié de la population de l'île de Jersey ont pris des bateaux pour la France ou pour Angleterre, la France pas tellement, mais il y avait plus de soldats vivant à Jersey que d'habitants natifs à la fin. Il y avait 20 000 troupes. Et donc, les Allemands étaient partout. C'est une petite île. Alors, est-ce que Claude Cain et Marcel Moore ont décidé de fuir? Non, elles ont décidé de rester et elles ont formé leur propre cellule de résistance, fabriquant des tracts de contre-propagande pour démoraliser les troupes de l'occupation. Et après 4 ans d'intenses activités subversives, prenant des risques absolument invraisemblables, profitant de leur statut de petite vieille dame que personne ne pourrait soupçonner de rien, elles ont finalement été chopées par des voisins
et arrêtées par les Gestapo en juillet 1944. Elles étaient condamnées à mort par une cour militaire et les soldats ont occupé leur maison et ils ont pillé leurs affaires, ils ont détruit bien des œuvres photographiques et autre chose. En prison, elles ont tenté de se suicider pour éviter la déportation. Elles échouent et elles sont relâchées. Peu de temps après la libération de l'île, le 8 mai 1945, elle les a trouvées encore en vie. Et après leur libération à elles, elles se réinstallent à Saint-Brelade. Tout était en désordre, c'était totalement sans doute déprimant. Mais elles ont essayé de reconstruire une vie. Cain était très fragilisé par son séjour en prison et elle ne réalisera pas son ambition de reprendre sa vie d'avant ou à Jersey ou à Paris. Elle meurt à l'hôpital de Saint-Hélier en 1954 et elle est enterrée dans le cimetière. Elles ont fait beaucoup de photographies dans ce cimetière, alors c'est un peu un lieu familier. Moore, qui finit sa vie en solitude 18 ans plus tard, rejoint Cain à sa tombe. Ces points de repère peuvent être utiles par la suite, où j'aimerais vous parler un petit peu plus en profondeur de l'œuvre qu'elles ont transmise et les milieux fertiles qu'elles ont cultivés. Commençons avec le début de leur histoire de collaboration. Ce photo était un des premiers essais photographiques et ça date d'avant la guerre de 14. Vous voyez Cain assis à sa table d'écriture avec un appareil de photo sur sa droite. Devant elle, un gros volume relié en cuir intitulé « L'image de la femme ». C'est un ouvrage qui est illustré, réalisé à la fin du XIXe siècle, et ça répertorie des images de la beauté féminine, depuis la statuaire classique jusqu'au portrait de grandes dames de la Belle Époque. Les images d'accomplissement professionnel, intellectuel, politique, artistique, scientifique, athlétique, etc., n'y ont pas leur place dans ce volume. Les accessoires de cette photo, le livre « Image de la femme » et l'appareil de photo avec lequel les deux complices, Lucie Schwab et Suzanne Malherbe, vont produire innombrables images alternatives, plantent le décor d'une longue carrière de résistance aux orthodoxies de toutes sortes, y compris la féminité et aussi, bien sûr, la masculinité. Les noms d'artistes qu'elles vont choisir peu de temps après cette photo est prise, Claude Cahun et Marcel Moore, les enrobent d'ambiguïté. Et dans leurs écrits, au début, à cette époque-là, elles parlent, leur personnage d'auteur, c'est un personnage plutôt masculin. Mais peu de temps après cette mise en scène, le couple fait ses premiers pas délibérés vers l'incarnation de quelque chose d'autre qu'on trouve dans le livre « Image de la femme », cherchant des modèles de sociabilité, de créativité, d'affiliation familiale, de résistance et d'amour propre aux femmes. Donner les modèles de féminité dont elles ont hérité, il n'est pas surprenant que Cahun et Moore aient cherché leur inspiration au début de côté masculin.
et plutôt parmi les hommes qui, eux aussi, brisaient les conventions de genre et de sexualité, les poètes décadents, les symbolistes, les surréalistes et d'autres. Vue et Vision, leur première publication collaborative écrite par Cain, illustrée par Moore, s'appuie sur l'histoire culturelle homosexuelle. Le livre participe à une renaissance du classicisme par les auteurs homosexuels de l'époque qui idéalisaient l'Antiquité comme l'âge d'or de l'amour homosexuel. Les dessins en noir et blanc de Moore, qui rappellent à la manière d'Aubrey Beardsley, l'illustrateur d'Oscar Wilde, réaffirment les idéaux de la beauté masculine tels qu'ils sont revisités par des poètes décadents. Si Vue et Vision fait l'écho à l'homo-esthétique de Wilde, il souligne aussi des liens de sang entre Cain et Marcel Schwab, qui a collaboré avec Wilde à l'édition originale de Salomé en français et qui a soutenu Wilde durant son procès et son emprisonnement en Angleterre, puis son exil en France. Dans Mercure de France, Cain commente la Salomé de Wilde, à peu près à l'époque où paraît Vue et Vision. Son éditorial rappelle la censure qui, en 1918, a frappé une production de Salomé de Wilde à Londres et des accusations de perversion sexuelle ciblant sa vedette, la danseuse Maud Allen. Il est clair que Cain connaît bien une histoire juridique qui commence par la première condamnation de Wilde par la justice anglaise pour outrage aux mœurs en 1895 et qui se poursuit avec le procès de Salomé pour obscénité. Ce procès classe les œuvres de Wilde et sa postérité sous le signe de la perversion et fait de Wilde une icône de l'homosexualité affirmée. Donc, Vue et Vision en 1919 ne laisse aucun doute que Cain et Moore se situent dans une lignée dissidente sexuelle aussi bien qu'artistique. En 1931, avec la publication d'Avenu en Avenue, elles vont introduire une logique relationnelle perverse, le singulier pluriel. La formulation est bien adaptée à leur éthique de collaboration et le besoin qu'elles ont exprimé d'exister autrement. Cette conjonction impropre, singulier pluriel, décrit la dynamique entre les deux artistes, deux amantes qui cultivent chacun les pratiques distinctes, multiples, développées dans leur échange l'un avec l'autre. Le dialogue entre le moi et l'autre moi est toujours un point de départ et un point de retour pour Cain et Moore. Le singulier pluriel, en même temps, permet l'ouverture au-delà de chacune et au-delà du couple Cain-Moore. Il relie deux artistes aux fraternités et sororités singulières qui mettent en scène d'autres modes de pensée, de création et de vie. La poétique et politique de la dissidence de genre, qui fait en quelque sorte le cachet de Claude Cain à notre époque, et qui structure Vue et Vision, trouve une complexité plus grande encore dans les écrits ultérieurs de Cain, comme Avenu en Avenue, et dans les explorations photographiques de Cain et Moore, et pendant les années 20, dans leurs expériences théâtrales proprement dit. Les années 20 marquent un tournant. Comme on a dit, Cain et Moore quittent leur pays natal pour s'installer à Paris à ce moment-là. Cain commence à écrire des vignettes satiriques sur le thème des héroïnes.
Elle écrit à la première personne des textes comme Ève, la trop crédule, ou Sappho, l'incomprise, reprenant des mythes fondateurs de la civilisation occidentale du point de vue d'une douzaine de protagonistes, héroïnes, féminines, y compris bien sûr Salomé. Caïn abandonne des élégants gestes de la décadence pour endosser les archétypes de la féminité. Là encore, on a l'image de la femme revisitée. Ce qui est important là, c'est que pas seulement la continuité d'un projet de révision, mais aussi que pour la première fois, Caïn parle d'une voix qui est sans équivoque féminine, voire féministe. Avec Moore, autrement dit, elle continue à chercher d'autres versions de la féminité et l'histoire de la femme, l'histoire des femmes. À Paris, elle cultive un entourage féminin pour la première fois, notamment autour de l'héritière américaine, écrivaine symboliste, promotrice de la pensée bouddhiste, Grace Constant Lounsbury. De presque 20 ans, leur aînée, Lounsbury a pris sous son aile Caïn et Moore peu de temps après leur arrivée à Paris. Avec ses proches collaboratrices lesbiennes, actives dans les pratiques ésotériques et des spectacles exotiques, elle introduit les deux rebelles de Nantes à tout un réseau de soutien. Femme pionnière, innovatrice dans le théâtre et surtout dans la danse. Le théâtre, évidemment, fut depuis le début important dans le développement artistique de Claude Caïn et Marcel Moore, venant de Nantes, avec le carnaval de Nantes qui passait sous leur nez pendant toute leur enfance et marquait leurs esprits en instaurant un vif intérêt pour la mascarade et le costume. Mais elle bénéficiait aussi d'un accès privilégié dans le milieu théâtral à Paris, grâce à l'actrice Marguerite Moreno de la Comédie Française et puis le théâtre Sarah Bernhardt, qui était mariée à l'oncle de Caïn, Marcel Schwab. L'acteur Édouard de Max, qui jouait avec Moreno régulièrement, les fascinait quand elles étaient adolescentes ou jeunes adultes. Édouard de Max était un homosexuel flamboyant, suivi partout d'un fil de jeunes protégés gays. Pendant la décennie 1910, Caïn et Moore, elles aussi, suivent avec passion la carrière de leur idole et Moore produit nombreux portraits de comédiens. Caïn et Moore étaient à la même époque aussi captivés par les spectacles grandioses des ballets russes auxquels elles assistaient au théâtre des Champs-Élysées. L'impresario Sergei Diaghilev a introduit Václav Nijinsky et d'autres brillants danseurs qui attiraient nombreux admirateurs masculins. Les costumes de Léon Bakst ont impressionné des créations de la mode de cette époque. Vous voyez sur la gauche une des planches de costumes de Bakst. Et sur la droite, vous voyez une illustration que Moore a fait pour le phare de la Loire, où on voit des traces de cette influence. L'homoérotisme sous-jacent des diverses productions des ballets russes contribuait au succès des spectacles. Caïn et Moore lisaient avec passion les numéros spéciaux de Commedia illustrée qui servaient de programme souvenir. Elles ont conservé d'ailleurs ces documents illustrés jusqu'à la fin de leur vie. Ces programmes présentaient de somptueux pochoirs en couleur consacrés au dessin des costumes et scènes créés par Bakst et d'autres dessinateurs. Et on y trouve aussi des photos de danseurs
assumant des poses évocatrices du spectacle. Il est certain que Cain et Moore ont étudié ces innovations photographiques ainsi bien que graphiques pour inspirer leurs propres initiatives. Les photographies de Cain, prises à leur domicile pendant cette période, ont profité déjà. Ainsi Cain prend la pose contre une retombe de rideau, déguisé, maquillé ou parfois portant un masque de théâtre. Apparemment, Cain et Moore trouvaient au théâtre non seulement un sanctuaire de tolérance, mais aussi un modèle collaboratif pour la création artistique. Les écrits de Cain de cette époque tournent autour du théâtre aussi. Je vous rappelle qu'elle avait fait une défense de la danseuse Maud Allen dans le Mercure de France. Allen qui était censurée en Angleterre pour son interprétation osée de Salomé d'Oscar Wilde, mais aussi pour ses unnatural practices among women, autrement dit, sa lesbianisme. Dans le même élan, à peu près au même moment, Cain professe dans Mercure de France ses convictions profondes par rapport au théâtre. Et je cite, « Au théâtre, le chacun pour soi, c'est la faillite. Aucun art comme le théâtre ne réclame mieux, n'appelle davantage la collaboration. » Dans ces années-là, Cain et Moore cultivent des relations avec la communauté d'immigrés russes à Paris qui tournait autour de Diaghilev pour une chose. Surtout les acteurs, les directeurs, les cinéastes et les danseurs. Le cinéaste Václav Toriansky invite Cain à dessiner le costume de son épouse, l'actrice Nathalie Kovanko, dans le film La Dame masquée de 1924. Le directeur et comédien Georges Pitoev, intéressé par Cain, a voulu l'auditionner pour un rôle. Et Moore a créé ce portrait de lui et de sa femme, l'actrice Ludmila Pitoev. Mais Cain, craignant peut-être de les décevoir ou se décevoir, ne tente pas le coup de monter sur scène à ce moment-là. Pas encore. C'est chez Grace Constant Lounsbury qu'elle surmonte ses inhibitions. Lounsbury, déjà à l'âge mûr quand elle rencontre Cain et Moore, avait créé des rôles pour Moreno et de Max et elle collaborait avec Pitoev. Sa version de portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde a eu un succès à scandale à Londres avant la Grande Guerre, était adaptée pour le théâtre français par Pitoev dans les années 20. C'est sans doute par leur relation avec de Max, Moreno et les Pitoev que Cain et Moore se sont introduits auprès de Grace Constant Lounsbury. Et chez elle, Cain et Moore ont trouvé d'autres sources d'inspiration et une autre idole, la danseuse exotique Nadia. Lounsbury avait fondé l'Union des Amis des Arts ésotériques au début des années 20 et elle tenait un salon chaque dimanche dans son hôtel particulier parisien qui surplombait le jardin de Luxembourg. Le salon de Lounsbury attirait des esprits libres qui tournaient vers les cultures orientales et la Russie, recherchaient des alternatives plutôt par les moyens de danse et musique face aux valeurs dominantes du capitalisme industriel occidental. Cain et Moore sont vite devenus les habitués. Et chez Lounsbury, au 12 rue Guinemer, il y avait une petite chapelle dans le cours qui servait de théâtre privé et c'est là où se déroulaient des soirées de musique et poésie et des performances de pièces
oubliées ou inédites. Moore participe tout de suite au dessin des costumes et des décors, aussi bien que les programmes des activités chez Lounsbury, qui fut d'ailleurs imprimé à Nantes dans l'imprimerie de Maurice Schwab. Kahn et Moore s'intéressaient depuis longtemps au symbolisme, à la danse, au bouddhisme et aux initiatives d'art total. Ils se sont sentis comme chez elles dans un tel lieu où les artistes de disciplines différentes et de pays différents intéressés par la métaphysique se donnaient rendez-vous. Lounsbury encourage Kahn à faire partie de ces spectacles. Et plusieurs photographies prises par Moore dans la chapelle théâtre de 12 rue Guynemer montrent Kahn posant en Bouddha. Parallèlement, Lounsbury introduit Kahn et Moore dans la société théosophique de 4 square Rapp. La société disposait d'un petit théâtre, la salle Adyar, et c'était le lieu principal de théâtre ésotérique, une compagnie fondée par des directeurs et acteurs Bert Died et Paul Castin, amis proches de Lounsbury. La troupe s'était spécialisée dans des représentations de pièces consacrées au symbolisme et à l'orientalisme, et on y jouait bien sûr les pièces de Lounsbury. Kahn et Moore participaient pleinement à la vie de théâtre ésotérique de 1925 à 1928. C'était une sorte d'affirmation, une découverte d'une communauté qui était très très importante et qui les a soutenus moralement et artistiquement le long de leur vie. Kahn, dans la salle Adyar, en 1927, interprète un rôle mineur dans une nouvelle version des pièces les plus connues de Lounsbury, Judith. Lounsbury s'inspirait souvent des grandes figures féminines révoltées. Et Kahn, comme on a vu, partageait les préoccupations de Lounsbury au sujet de ces archétypes, mais elle avait sa propre vision plus satirique des héroïnes de l'histoire. La Sadique de Judith, écrit par Kahn, a été publié en 1925 en Mercure de France. Il y avait une grande première de cette pièce, Judith, à New York, juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'était un des événements les plus extravagants de la saison sociaux à New York. Il y avait une centaine de spectateurs qui restaient pour dîner chez la femme qui a monté, une admiratrice ardente de Lounsbury qui a fait monter cette pièce dans son townhouse à Greenwich Village. Et il y avait tout le gratin de la société new-yorkaise là, dans son foyer qu'elle a transformé pour l'occasion en créant un somptueux décor oriental, comme notait le Times. Édouard de Max est venu de Paris pour jouer le rôle de Holoferne et il s'exprimait sur scène pour la première fois en anglais et la dernière fois. Par amitié pour moi, expliquait Lounsbury plus tard, il consentit à apprendre mot à mot un texte qu'il n'entendait que très imparfaitement. La comédienne Yorska, l'amante de Lounsbury à cette époque, a joué l'héroïne Judith. Avec Ruth Saint-Denis, considérée comme la mère de la danse moderne américaine à l'époque, dans le rôle de la danseuse. En comptant les nombreux extras, soldats et esclaves, le spectacle mobilisait une troupe de plus que 30 acteurs, sans compter les musiciens installés sur les marches de l'escalier derrière un gigantesque écran de rose conçu spécialement pour l'événement.
La reprise de Judith au théâtre ésotérique dans lequel Caïn a joué n'atteint pas le même niveau d'extravagance. Plusieurs des acteurs d'ailleurs interprétaient 2 voire 3 rôles. Les notices dans la presse étaient assez mixtes. Néanmoins, le décor et des costumes créés par Moore ont été universellement appréciés. Lounsbury elle-même trouvait le travail de Moore particulièrement soigné. L'autre grande qualité reconnue à ce spectacle était l'originalité de sa première danseuse, notre Nadia, qui avait déjà retenu l'attention grâce à son interprétation des poèmes vécus de Lounsbury aux 12 rue Guynemer. Moore dessinait les cartes postales et les affiches pour les spectacles de Nadia, traduisant sur papier les mouvements onduleux de la danseuse comme figés dans une frise. La journaliste Golda Goldman, auteure de la rubrique Who's Who Abroad du Chicago Tribune, qui a interviewé Caïn et Moore, a reconnu Moore comme innovatrice de nouveaux genres graphiques. Je cite, « Pour apprécier quels développements peuvent atteindre l'art de l'affiche, il faut étudier celle réalisée par une jeune femme française qui signe simplement Moore. Appeler celle-là art de l'affiche est réducteur, car Mademoiselle Moore montre son talent de portraitiste, une maîtrise de la ligne à la fois forte et délicate, et un grand sens de l'effet pictural. » La journaliste soulignait la grande qualité des portraits par Moore de Nadia. La description de Caïn et Moore par Goldman des filles radicales issues de familles conservatrices convenait aussi parfaitement à Grace Constant Lounsbury et bien d'autres membres de ce réseau de femmes extraordinaires. Nadia n'est pas tout à fait exemplaire. Elle avait reçu une éducation qui comportait un apprentissage assez développé des arts et sa mère fut la seule des 4 sœurs Stettheimer à se marier, les autres 3 ayant fermement rejeté un tel destin. Celle-ci avait choisi d'animer un salon à New York où se retrouvaient intellectuels et artistes qui voyageaient entre l'Europe et les États-Unis. Florine Stettheimer, une des sœurs, a réalisé les décors pour l'opéra de Gertrude Stein et Virgil Thompson, Four Saints in 3 Acts. Les 3 tantes n'ont pas découragé la passion de leur nièce pour le théâtre et pour la danse. Et elles n'ont pas découragé sa passion non plus pour les femmes. À New York, Nadia, déjà formée en danse libre, travaillait avec la militante féministe Florence Fleming Noyes, une adepte comme ses consoeurs Isadora Duncan et Margaret Morris, de la danse libre, c'est-à-dire une conception de la danse comme émancipatrice. On libère le corps, on libère l'esprit, on libère la femme. À l'école de rythme de Noyes, Nadia se consacre entièrement à l'expression de sa conception personnelle de la danse et bientôt elle enseigne ses propres cours. Elle avait financé ses cours pour des femmes qui travaillaient dans les bureaux ou des magasins. Les cours étaient souvent programmés pendant l'heure de déjeuner ou après les horaires de travail. Elle avait bientôt 100 d'élèves. Au milieu des années 20, elle décide de tenter sa chance en France. Pendant ses premières années à Paris, on a ses traces dans la presse américaine et française.
La presse américaine lui consacre régulièrement des articles, mais dans les pages de la bonne société et les pages femmes, jamais dans les sections consacrées aux arts. L'accent dans ces revues était mis sur les réceptions qu'elle organisait pour des célébrités. Donc, pas grand-chose non plus sur son rôle qu'elle a assumé comme une sorte d'éducateur et protecteur des jeunes femmes et modèle, quoi. Au début, les journalistes américains considéraient Nadia comme une fantaisiste qui se produisait dans des cercles privés et prétentieux. J'imagine que là, c'est une référence de ses performances privées chez Lounsbury et d'autres, par exemple. Mais le public parisien considérait Nadia comme une grande artiste chorégraphique. Et finalement, à la fin des années 20, la presse anglophone a modifié, a changé de ton. Ils reconnaissent sa prominence dans les cercles artistiques aussi bien que les cercles sociaux. Grâce en partie au remarquable travail graphique de Moore, la salle Adyar était remplie quand Nadia s'y manifestait, mais sa carrière réussie l'éloigne de 4 Square Up et la société théosophiste pour faire la conquête de d'autres lieux comme le Palace. Et pendant les années 30, quand elle se lie avec Hélène Venel, elle s'installe à Saint-Paul. Là, en plus de tout l'avant-garde masculin qui défile, Picabia, Picasso, etc., un véritable who's who d'artistes lesbiennes assiste aux événements animés à l'autre théâtre par Venel et Lois Houghton et puis Nadia. Gertrude Stein, Alice Toklas, Susie Solidor, Natalie Barney, Romaine Brooks, Gwen Le Guyenne, Juna Barnes et Thelma Wood y passent. Bon, elle n'est plus à Paris, Claude Quin et Marcel Moore non plus, mais leur forte amitié survit les déplacements des uns et des autres, et Nadia était un des rares amis qui les a rendu visite à Jersey. Ce lien restait fort jusqu'à la mort prématurée de Nadia à New York en 1945. Quant à Lounsbury, elle a fondé en 1929 les Amis, un muté de l'Union des arts ésotériques, a fondé les Amis du bouddhisme, et ses activités bouddhistes occupent de plus en plus de son temps. Et ses livres ne sont pas très sophistiqués peut-être, mais populariser le bouddhisme pour le public français et anglophone aussi. Elle quitte à son tour la scène aux 4 Square Up et on perd un peu ses traces. Mais les liens tissés entre femmes, leurs expérimentations théâtrales, leurs recherches spirituelles et leurs engagements féministes ont longtemps résonné. L'espoir de vivre autrement a pris son élan grâce à ces héroïnes inconnues, héroïnes mal connues tout au moins, comme dirait peut-être Cain. Et le peuple entier des femmes se reconnaissant en cette sœur morte consacra la pierre plate d'une tombe symboliquement vide et les fêtes solennelles à la mémoire de l'héroïne inconnue. Nos héroïnes inconnues. Merci.